Bubbles présente, Projet Flèche Antique, chapitre 1, une découverte dans le désert. Vos théories de l'évolution s'appuient simplement sur le paradigme préexistant d'un univers mécanique qui consiste en machines moléculaires fonctionnant dans une réalité objective qui est connaissable avec les instruments adaptés. Nous exprimons une vérité de l'univers quand nous disons que la réalité est inconnaissable par tous les instruments sauf par votre propre sens de l'unité et de l'intégrité. Votre perception de l'intégrité se déploie parce que la culture de l'univers multidimensionnel est enracinée dans l'unité. Comme votre navigateur d'intégrité se révèle dans le prochain changement, vous allez démonter et restructurer vos perceptions de ce que vous êtes, et par ce processus, l'humanité apparaîtra comme une rivière de lumière à partir de ce qui était précédemment un brouillard impénétrable. Parfois lors de son travail, Jamison Neruda s'émerveillait de son travail. En dessous du cône de lumière de sa lampe de bureau se trouvait un mystère certifié. Il avait été trouvé une semaine plus tôt dans le haut désert près du canyon Chaco au Nouveau-Mexique du Nord et maintenant, après 3 jours entiers de recherche, il était convaincu que l'artefact était extraterrestre. Neruda avait déjà compilé les notes concernant cet artefact peu commun. La caractéristique principale, selon les étudiants qui l'avaient trouvé, était qu'il provoquait des images hallucinogènes quand on le tenait ou quand on le touchait. Mais, malgré tous ses efforts, il ne pouvait rien obtenir qui ressemblait à une hallucination. Peut-être, avait-il spéculé, que les 2 étudiants étaient sous l'influence de drogue. Cela expliquerait la propriété hallucinogène. Néanmoins, personne ne pourrait contester que l'artefact projetait une présence exotique, d'un autre monde. Il était 2 heures du matin et les yeux sombres de Neruda étaient graveleux à cause de la privation de sommeil. Il avait comparé des inscriptions hiéroglyphiques sur l'objet du canyon Chaco aux inscriptions semblables du sumérien antique et du scénario B linéaire, mais rien ne correspondait vraiment. Après 3 jours d'analyse comparative, il pouvait conclure seulement une chose, il n'était pas de cette terre. Son rapport portait les mêmes mots sur la page de titre. Neruda se frotta les yeux et regarda à nouveau dans son microscope, examinant la surface métallique de l'enveloppe texturée d'argent et les inscriptions cuivrées. L'artefact comportait des milliers de crêtes, de minuscules moelles épinières qui se réunissaient, comme des ganglions nerveux, tous les 8 à 10 cm en l'un du 23 glyphes distincts à la surface de l'objet. Quoi qu'il soit de la taille d'une boîte de chaussures de bébé, l'artefact pesait plus qu'une pastèque ruban bleu et avait une densité semblable à celle du plomb. Mais, à la différence du plomb, sa surface était complètement impénétrable à toutes les investigations que Neruda ou ses collègues avaient employées. Peut-être que c'était la qualité sculptée des glyphes qui le fascinait. Ou peut-être que c'étaient les variations subtiles des lignes. Il n'avait jamais vu de description aussi sophistiquée d'un alphabet cryptographique auparavant. D'une certaine manière cela compensait seulement l'ironie du silence de l'artefact. Je pense que nous avons trouvé quelque chose. Émilie Dasson avait passé la tête dans le bureau de Neruda, berçant une tasse de café comme pour empêcher ses mains de geler. Ses longs cheveux châtains, qui formaient normalement un chignon bien arrangé, tombaient sur ses épaules, semblant plus fatigués que ses yeux tristes et attendrissants. Est-ce que quelqu'un dort parfois dans cet endroit? Neruda se poussa en arrière avec un sourire masculin. Bien sûr, si vous n'êtes pas intéressé par ce que nous avons trouvé. Sa voix s'estompa dans un chuchotement. Neruda sourit d'un air entendu. Il aimait le calme d'Émilie, c'était presque irrésistible. Il aimait sa manière d'être si discrète. Bien, qu'avez-vous trouvé exactement? Vous devriez me suivre. Andrew vérifie toujours ses calculs, mais mon instinct est certain qu'il confirmera nos découvertes originales. Et c'est quoi?
Andrew m'a dit de ne pas vous en parler avant que vous ne soyez dans le laboratoire. Andrew oublie que je suis son superviseur. Il oublie aussi qu'il est 2 heures du matin et que je suis exceptionnellement irritable quand je suis fatiguée et affamée. Cela prendra seulement quelques minutes. Venez. Elle prit négligemment une autre petite gorgée de café. Je vais vous chercher une tasse de café fraise et un bagel à la cannelle. Elle laissa son offre irrésistible en suspens dans le calme de son bureau. Neruda ne pouvait que se pousser pour s'éloigner de son bureau encombré, et sourire. Oh! Et apporter l'artefact, ajouta-t-elle. Andrew en a besoin. Les cheveux de Neruda, rabattus par ses mains agitées, couvrait presque entièrement son œil pendant qu'il se penchait et qu'il mettait soigneusement l'objet sous son bras comme un ballon de football. Il chancela juste un peu, tandis que le poids de l'objet trouvait son point d'équilibre. Neruda était bolivien et avait la grande chance de posséder un des visages à l'air les plus distingués qui ait jamais orné le corps humain. Tout en lui était intense. Ses cheveux étaient aussi raides qu'il était noir. Ses yeux ressemblaient à des puits mystérieux au clair de lune esquivant la question de leur profondeur et de leur plénitude. Son nez et ses lèvres avaient été sculptés par le burin de Michel-Ange. Comme il avançait à côté d'elle dans l'embrasure de la porte, Émilie balaya ses cheveux de côté. « J'apporterai le café au laboratoire. Je prendrai de la crème fraîche sur mon bagel, dit Neruda, marchant en se dérobant vers le laboratoire pour conférer avec Andrew, un de ses assistants les plus exigeants, mais les plus brillants. Les vestibules de la CIO étaient calmes et nettoyés à l'antiseptique à cette heure tardive. Des murs de stuc blanc et des planchers de marbre blanc brillaient en dessous des lumières halogènes aériennes. L'odeur des diverses formules de nettoyage stérilisait l'air. Neruda entendait son estomac gronder dans le silence profond du vestibule. Lui, aussi, était stérile. Il avait oublié de dîner. À nouveau. Enfin. Dit Andrew comme Neruda entrait. Il avait l'habitude déconcertante de ne jamais lever les yeux sur ses homologues humains. Neruda aimait cela d'une certaine manière, cela le faisait se sentir confortable d'un drôle de façon. Cette merde est incroyable. Et à quoi vous référez-vous, exactement? Demanda Neruda. Andrew garda les yeux sur les diagrammes devant lui. Je veux dire la manière dont les analyses de surface montrent avec quelle précision cette chose a été conçue. Ce qui ressemble à du chaos est en réalité un schéma exécuté avec précision. Vous voyez ces variations subtiles. Elles ne sont pas arbitraires. On s'est trompé, on n'a pas construit nos diagrammes de décryptage avec suffisamment de granularité pour voir le modèle auparavant. Et quel modèle est-ce là exactement? La voix de Neruda trahissait un degré croissant d'impatience. Andrew plaça un grand diagramme sur la table avant lui. Il ressemblait à une carte topographique d'une chaîne de montagnes. Neruda vit immédiatement le modèle. Est-ce que c'est la surface complète de l'objet? Oui. Étiez-vous sûr? J'ai tout vérifié 2 fois et mes données de reproduction correspondent exactement. Neruda mit avec un bruit sourd l'artefact sur la table à côté du diagramme d'Andrew. Il n'y a aucune chance que cela puisse être une anomalie. Aucune chance. Et quelle est la granularité du décodage? 0,0025 microns. Est-ce que c'est visible sous une autre granularité? Je n'en suis pas sûr. C'est pour ça que je vous ai demandé d'apporter le petit monstre ici. Je ferai d'autres essais et nous verrons s'il nous montre autre chose. Vous avez une idée de ce que ça signifie? Ouais, ce n'est pas de par ici. Andrew rit et lutta avec l'artefact pour le déplacer vers une plateforme de métal et pour le tester.
Le dispositif de mesure était appelé un topographe de dressage de surface de carte, SMT Surface Mapping Topographé, et il faisait une carte topographique extrêmement détaillée de la surface des objets. Semblable à celui pour l'analyse des empreintes digitales, la version de l'ACIO était tridimensionnelle et pouvait être utilisée à l'échelle du microscope. Neruda se pencha tout près du diagramme de la taille d'une affiche tandis qu'André plaçait l'artefact exactement selon ses exigences. Ce n'est certainement pas Zeta ni Cortéum. Et on ne peut pas l'estimer pour être du passé ou du présent de l'humanité, dit Andrew. Mais ce modèle, c'est indubitable. C'est certainement une carte topographique. CA pourrait même représenter le site de la découverte. Bien, disons que c'était, mais pas les ETS amicaux auxquels nous envoyons nos cartes de Vux pour Noël. Andrew s'illumina d'un sourire, et ces ETS nous ont rendu visite dans notre passé éloigné. Il se trouve que ce sont des fanas de cartographie et qu'ils ont décidé de faire une carte de leur installation sur la Terre. Puis le Nouveau-Mexique les a ennuyés, chose peu étonnante pourrais-je ajouter, et n'ayant désormais plus besoin de la carte, ils l'ont laissée derrière eux. Cet artefact a été trouvé au-dessus du sol, lui rappela Neruda. Quelqu'un ou quelque chose l'a placé là récemment, sans quoi notre petit monstre aurait été enterré. Peut-être qu'il s'est déterré de lui-même. La voix d'André était presque un chuchotement. Neruda recula, sentant pour la première fois une soudaine vague d'épuisement. Il s'effondra sur une chaise voisine, passa ses mains dans ses cheveux et étira son corps avec un long soupir. En se frottant le cou, il rit tout bas dans sa gorge. Vous savez, peut-être qu'ils ont juste le sens de l'humour. Ou bien ils aiment torturer leurs victimes avec maladresse, proposa Andrew. Vous vous rappelez notre expérience avec les Zeta. C'est entièrement différent. La structure du langage de cette race est si dimensionnelle qu'ils doivent manquer de capacité télépathique. Autrement, pourquoi construirait-il une langue si complexe? Peut-être que ce n'est ni une langue ni une carte. Peut-être que c'est juste une sorte d'expression artistique. Peu probablement. Il est plus probable qu'ils ont créé une langue multidimensionnelle qui intègre leurs mathématiques avec leur alphabet comme un moyen pour communiquer une signification plus profonde. Ce n'est pas de la maladresse. Je peux sentir la maladresse dans mes os. Ouais, mais on est trop stupidement face de merde pour s'en rendre compte. On n'y a passé que 3 jours. D'accord, mais nous sommes presque aussi ignorants que nous l'étions le premier jour. La porte du laboratoire s'ouvrit et Émilie rentra avec un plateau de tasses à café et des bagels. Messieurs, avez-vous besoin d'autre chose avant que je ne me retire? 1 million de remerciements, répondit Neruda. Vous êtes les bienvenus. Ainsi que pensez-vous de notre petite image? Tout est juste devenu beaucoup plus compliqué. Donc vous êtes heureux, Raya Emily. Ou bien ils ont fait coder une structure mathématique dans leur alphabet, ou alors cet objet dépeint une carte topographique très détaillée. Emily mit le plateau à côté de l'artefact, faisant attention d'éviter de le toucher. Je préfère l'hypothèse de la carte. Je n'ai jamais été très bonne en maths. Elle projeta son sourire le plus innocent. Pendant un instant Neruda la vit comme une jeune fille, complète avec des tresses, des papillotes et son premier soutien-gorge. Émilie était relativement novice à l'ACIO. Elle avait attiré l'attention de Neruda après qu'il ait lu son livre séminal sur la culture sumérienne, qu'elle avait écrit en tant que professeur assistant à l'université de Cambridge. Forcée de quitter son poste à Cambridge, en raison d'une maladie dont on disait que c'était une forme de cancer, elle était tombée dans une profonde dépression pendant sa convalescence, ce qui avait laissé son corps et son esprit ravagés.
Il y a 2 ans, l'ACIO l'avait recruté, selon l'insistance de Neruda, et il l'avait prise sous son aile comme un mentor. Vous êtes heureux de ça, n'est-ce pas? Demanda Emily à moitié sérieuse. Venez patron, invita Andrew, allons brûler le pétrole de minuit, boire du café et manger des beignets à chaque repas, sans jamais porter des lunettes de soleil, qu'est-ce qui pourrait y avoir de mieux? Andrew était l'ingénieur ballot prototype. Les convenances en dernier, l'acuité mentale d'abord. Non pas qu'il avait mauvais genre. Il préférait simplement analyser des problèmes complexes et les résoudre, au lieu de s'acharner sur les activités consommatrices de temps, comme le brossage des dents ou le peignage des cheveux. Neruda but une petite gorgée de café et regarda fixement le diagramme sans réponse. Quelque chose dans le modèle le dérangea. C'était trop parfait. Si quelqu'un avait voulu coder un langage à l'intérieur d'un langage, il le ferait de manière moins évidente. Autrement, à quoi servirait le codage? Je pense que nous devons prendre des trames de granularité à 0,001 de variance plutôt qu'à 0,0005 microns. Aussi, demandez à Anderson s'il pourrait nous avoir un jeu de 20 cartes topographiques du site de découverte jusqu'à un rayon de 100 km par incrément de 5 km. Ça vous va, Andrew? Aucun problème, mais dites-moi au moins ce que vous espérez trouver. Je ne sais pas, répondit-il, en regardant le diagramme avec soupçon. Je ne sais pas, mais peut-être que ce n'est pas tant une langue qu'une carte. Cela peut attendre jusqu'au matin, n'est-ce pas? Quoi, et perdre une bonne tasse de café? Là-dessus, Neruda sourit largement et leur dit de prendre une bonne nuit de repos. Lui aussi fermait boutique. Pendant qu'il sortait, Neruda remarqua une mince lame de lumière au-dessous de la porte du bureau de 15. Le directeur exécutif de l'ACIO était connu à la fois comme un nocturne et comme un drogué du travail, mais 3 heures du matin, c'était tard, même pour lui. Neruda frappa doucement et ouvrit légèrement la porte. 15 était à son terminal d'ordinateur, perdu dans ses pensées. Distraitement, sa main fit signe à Neruda d'entrer, mais dans un geste de halte, lui intima d'attendre un moment avant de parler. Quelques frappes de plus et 15 se retourna pour faire face à Neruda. Au début de sa soixantaine, 15 avait été le leader solitaire révéré de l'ACIO pendant plus de 30 ans. Les scientifiques qui avaient le privilège de travailler à l'ACIO le considéraient comme l'esprit le plus brillant sur ou de la planète. 15 tirait son nom de son autorisation de sécurité. L'ACIO avait 15 niveaux distincts de distribution de l'information et il était au sommet de la chaîne de l'information. L'ACIO avait développé la gestion des connaissances les plus puissantes et les plus puissants systèmes d'information de la planète. Et à cause de son accès unique aux technologies les plus puissantes du monde, ses bases de données d'information étaient plus soigneusement sécurisées que lors de Fornax. 15 était la seule personne au monde à avoir un niveau 15 d'autorisation de sécurité, ce qui lui donnait un accès sans limite à tous les secteurs des banques de données de l'ACIO. Neruda était assis dans une chaise en cuir opposée à 15, attendant un signe pour parler. 15 prit une petite gorgée de thé, ferma les yeux pendant un instant comme pour s'éclaircir l'esprit, puis il posa carrément ses yeux sombres sur le visage de Neruda. Vous voulez aller au Nouveau-Mexique, n'est-ce pas? Oui, mais je veux vous dire pourquoi. Vous ne pensez pas que je le sais déjà? Peut-être, mais je veux vous le dire dans mes propres mots. 15 se pencha dans sa chaise confortable, comme si son dos lui causait des problèmes. De descendance espagnole, 15 faisait souvent penser Neruda à Pablo Picasso, avec ses longs cheveux d'argent. Il avait le même fier type de corps que Picasso, mais était probablement un peu plus grand. Alors dites-moi.
Cet artefact est plus sophistiqué ou que ceux des Zetas ou des Cortéum. Il ne peut pas être inventorié. C'est entièrement sans couture. Et ce soir nous avons eu confirmation qu'il y a un alphabet multirangé qui migre d'un code cryptographique bidimensionnel à un modèle fractal tridimensionnel, qui ressemble beaucoup à une carte topographique. Combinez ces facteurs avec le rapport des gosses qui l'ont découvert, selon lequel l'artefact projette quelque forme d'hallucination quand on le tient, et je pense qu'il y a là, la preuve probable que cette chose n'est pas un artefact isolé. 15 expira un long soupir de lassitude. Vous êtes bien conscient que j'ai déjà expédié une équipe sur le secteur où l'artefact a été trouvé? Nous avons employé nos meilleurs personnels dans la recherche et le sauvetage et ils n'ont trouvé aucun débris supplémentaire. Mais c'est justement ça. Ce n'est pas un site d'accident. L'artefact est parfaitement intact. Rien que des éraflures microscopiques. Expliquez-moi alors comment, cette technologie alien la plus sophistiquée, a été trouvée par deux gosses au-dessus du sol. Nous avons tous deux lu le rapport de Colin, qui a estimé qu'un objet de ce poids et de cette taille deviendrait au moins partiellement enterré dans cet environnement en 6 à 8 mois. Il est possible il ait été abandonné récemment. Vous suggérez qu'une race étrangère l'aurait laissé comme carte de visite. Peut-être. Spéculez. Pourquoi? Demanda 15. Et s'il était parti en laissant quelque chose d'important dans ce secteur et ait voulu être sûr qu'il pourrait retourner exactement au même endroit quelques années plus tard? Une balise localisatrice. Oui. Est-ce que vous êtes conscient qu'il n'y ait eu absolument aucune activité anormale les 12 mois passés, sur le radar dans ce secteur? Non. 15 pivota sur sa chaise, frappa quelques touches sur son clavier et commença à lire, pour la zone NM 1257 3 incidents de survol Zeta pendant la période d'analyse demandée. Ils étaient à 0311 heures, le 7 mai, 0445 heures, le 10 mai, et 0332 heures, le 21 mai. Les trajectoires ont été évaluées à des vitesses de plus de 1800 km/h, aucune variation de vitesse significative. L'expression implacable sur le visage de 15 s'adoucit légèrement alors qu'il se tournait pour faire face à Neruda. Vous voyez? Cet objet n'a pas été abandonné, il s'est désenseveli lui-même. La chair de poule picota le cou de Neruda devant l'évidence qu'il avait entendu ça 2 fois au cours de la dernière heure. Où il a été abandonné par des voyageurs du temps dit Neruda. 15 fit une pause pour réfléchir à la conversation. Il prit une petite gorgée rapide de thé et bougea dans sa chaise, cette fois avec une grimace. Vous avez mentionné un modèle fractal tridimensionnel qui ressemble à une carte. Oui, dit Neruda, sa voix gagnant en intensité. Et la précision est au moins de 0,0025 dans la trame de granularité. Cela pourrait être même plus élevé. Nous découvrirons demain. Dans une éructation, la voix quelque peu irritable, 15 demanda, ainsi que proposez-vous? Je voudrais rassembler une petite équipe demain après-midi et prendre l'artefact avec nous. L'artefact peut être une boussole ou bien une carte quelconque qui ne serait opérationnelle que dans l'environnement local où il a été trouvé. Ça vaut le coup d'essayer avant que nous ne mettions cette chose au stockage. Et vous pensez vraiment que c'est plus sophistiqué que du Cortéum? Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Vous avez mon approbation, mais si l'artefact va avec vous, emmenez aussi Evans et toute autre personne qu'il pense utile. Compris? Oui, mais c'est ma mission et je présume que je dirigerai toutes les opérations. Il espérait que ces mots ressembleraient plus à une déclaration qu'à une question.
Et la trame graphique de l'objet, se demanda 15 à haute voix, avait-il des inscriptions quant à une position stratégique? C'est juste cela, quand les 23 glyphes sont disposés dans l'analogue SMT, avec un peu d'imagination on peut définir au moins 2 ou 3 positions stratégiques. Je commande les cartes topographiques de la région entière à 100 km du point de découverte. Nous verrons s'il y a une corrélation quand nous ferons une analyse de revêtement. 15 se leva et jeta un coup d'œil à sa montre bracelet. Avant que vous ne partiez demain, je voudrais un briefing de mission pour les directeurs. Je le prévois à 1400 heures dans mon bureau. Je suppose que vous viendrez prêt pour montrer les résultats du SMT, les corrélations des cartes topographiques, en supposant qu'elles existent, et toute autre découverte appropriée se rapportant aux glyphes. Neruda se remit sur ses pieds et inclina la tête affirmativement. En remerciant 15 pour son temps, il quitta le grand bureau zen avec un sentiment particulier d'appréhension. Pourquoi Evans devait-il venir? 15 devait sentir quelque chose de particulier. James Evans, le directeur de la sécurité pour l'ACO, avait été commandant dans les phoques marins pendant 6 ans avant que ses méthodes de formation ne soient devenues un peu trop extrêmes, même pour le programme des phoques marins. Il fut relevé de son poste après un concours de circonstances conspiratrices qui aboutirent à une décharge honorable. Ensuite de quoi, l'Agence de sécurité nationale le recruta secrètement. Il y travailla pendant 3 ans avant qu'il ne vienne à l'attention de 15 lors d'un projet fait en collaboration entre la N.SA et l'ACO. Adanson en était le nom de code pour les scientifiques de l'ACO. Evans et son département de sécurité étaient un mal nécessaire, mais un mal néanmoins. Leur tactique présentait pour le cœur scientifique, une impression de paranoïa de laquelle 15 semblait oublieux. Evans était une personne agréable. Sa position était autant prestige, directeur de la sécurité et des admissions à l'ACO. Dans son rôle, il jouissait d'un niveau 14 d'autorisation de sécurité, avec 6 autres directeurs. Ces 7 personnes étaient la plus grande équipe d'élite entourant 15 et étaient consultées par 15 à chaque initiative importante. Pour Neruda, Evans était un voyou bien entraîné. Son intellect était supérieur à celui de la personne moyenne seulement à cause de la technologie d'amélioration mentale que l'ACO avait obtenue des Cortéum. Sans l'aide de la technologie Mignore, comme on l'avait appelé, Neruda pensait souvent qu'Evans ferait un excellent représentant de l'État pour le Wyoming, ou peut-être un membre d'un groupe de pression NRA. Depuis son arrivée 12 ans plus tôt et son ascension rapide dans les rangs de l'ACO, Evans avait mis en œuvre beaucoup de nouvelles technologies de sécurité, comme la balise de dépistage sous-cutané que tout le personnel de l'ACO avait implantée dans le cou. Au crédit d'Evans, il n'y avait eu aucune fuite de sécurité ni aucune défection pendant sa tenure, mais Neruda détestait l'existence même de la sécurité interne et Evans était une cible facile pour son dédain. Neruda entra dans l'ascenseur, prêtant particulièrement attention aux statuts et aux rapports de prévision affichés sur le moniteur incorporé juste au-dessus des portes. Il était 0317 heures, 7 degrés C, aucun vent, lune à la luminosité de 12%, visibilité de 120 km, pression barométrique stable à 29,98 et degré d'humidité à 16,4%. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avant qu'il ne puisse lire la prévision, mais il savait qu'il serait plus bas que terre toute la journée du lendemain. De plus, le temps n'était pas particulièrement gai dans le sud de la Californie. Le plus haut étage de l'ACO était à 45 mètres, ou 12 étages au-dessus des bureaux exécutifs et des laboratoires de l'ACO. Le plus haut niveau était aussi une façade complètement différente, longue, d'un étage, un bâtiment en stuc avec des protrusions comme des antennes et des antennes paraboliques sur le toit.
Dès le portail d'entrée, une simple enseigne disait « Gouvernement des États-Unis, Centre national de météorologie expérimentale ». Axe réglemente. L'ACO était, pour toute personne qui pouvait errer par là, un centre national de météorologie du gouvernement, responsable du développement d'instruments météorologiques sophistiqués, pour aider l'armée des États-Unis et les communautés du renseignement à mieux prévoir et même à contrôler les conditions météorologiques à travers le globe. Cela faisait partie de la mission de l'ACO. Mais seule une fraction de son budget et de son plan de projet allait à ces efforts. Sur ces 226 scientifiques, 11 étaient déployés à la mise au point de technologies concernant le temps. La majorité était impliquée dans le développement de technologies complexes consacrées à la manipulation financière des marchés et à des technologies de chiffrage qui permettaient aux algorithmes de fonctionner sans détection. L'ACO avait une longue histoire de travail avec les pouvoirs dissimulés derrière le trône. Les plus hauts pouvoirs dans la communauté du renseignement et dans l'industrie privée révéraient l'élite intellectuelle de l'ACO et ses innovations. Le bruit était largement répandu dans la communauté du renseignement qu'une telle organisation existait pour étudier par ingénierie inverse des technologies extraterrestres, mais seule une poignée de la plus haute élite connaissait en réalité l'ACO. Neruda atteignit l'étage supérieur avec un estomac écœuré par trop de caféine. Il pensa qu'un verre de lait chaud et une banane avant d'aller au lit le calmeraient. Le sommeil et quelques autres choses le tirèrent jusqu'à sa maison. Il ne s'était jamais marié et maintenant, à 46 ans, les perspectives semblaient éloignées. Sa vie d'adulte entière était absorbée par l'ACO. Depuis l'âge de 16 ans, quand il commença à travailler comme stagiaire avec son père, l'ACO était son abri et son sanctuaire, son lieu de travail et de rendez-vous social. La lumière des étoiles le prenait toujours au dépourvu quand il quittait le complexe. L'air de la nuit de velours était très clair, la visibilité de 120 km semblait sous-estimée. Il conduisit pendant 6 km pour rentrer chez lui, dans une nouvelle subdivision réservée surtout au personnel de l'ACO. Sa tête heurta l'oreiller avant que le lait chaud n'ait atteint son estomac. La banane non épluchée dormit à côté de lui sur la table de nuit. Aussi fatigué qu'il était, l'œil de son esprit continua à regarder les étranges inscriptions qui encerclaient l'enveloppe extérieure de l'artefact. En 30 ans d'étude des scénarios antiques, il n'avait jamais vu de glyphes taillés de manière si complexe. Soudain il remarqua qu'une lumière douce, diffuse pénétrait dans ses paupières. Ses yeux s'ouvrirent à la volée comme s'il était branché sur du courant à haute tension. La pièce était silencieuse et sombre. Il ferma à nouveau les yeux, supposant qu'il devait avoir glissé dans une sorte de rêve lucide. En se tournant sur le côté, il ajusta les couvertures fermement autour de son cou et libéra un long soupir fatigué. Au bout d'un moment la lumière revint. Cette fois il garda les yeux fermés, observant avec stupéfaction comment la lumière commençait à se former selon les mêmes glyphes qu'il avait vus sur l'artefact. Ils hésitèrent au-dessus de sa tête comme un mirage de lumière d'or miroitante, serpentine, sculpturale. Il les regarda de toute l'intensité dont il était capable, et à sa surprise ils commencèrent à se déplacer, pas les glyphes, mais quelque chose à l'intérieur des glyphes. Quelque chose circulait en eux comme le sang courant à l'intérieur d'une artère. Quoi que ce fût, cela commença à s'accélérer. De plus en plus rapidement, puis ensuite Neruda remarqua un son ronronnant, semblable au bourdonnement de l'électricité, mais infiniment plus doux. Cela commença comme un son bourdonnant et bas puis se mit ensuite à monter jusqu'en un élancement d'un état presque inaudible, et juste quand Neruda pensait qu'il allait le perdre, il commença à osciller.
D'abord, le son fut une oscillation hésitante de rythmes électriques pulsants comme un battement de cœur massif éloigné d'1 million de miles, mais ensuite quelque chose changea et il pouvait entendre des mots se former. Rien d'intelligible, se dit-il, mais c'était assurément le modèle d'une langue. Son corps tout entier et son esprit se penchèrent vers le son, essayant désespérément de discerner des mots. Puis cela arriva. De l'anglais. Des mots qu'il pouvait comprendre. Vous êtes parmi des amis. Ne ressentez aucune crainte. Détendez-vous et écoutez simplement nos paroles. Les mots étaient prononcés avec une diction parfaite, articulés comme par un acteur shakespearien. Ce que nous vous communiquerons sera stocké à l'intérieur de votre esprit pour être retrouvé plus tard. En vous réveillant, vous n'aurez aucun souvenir de notre réunion. Nous regrettons cela, mais c'est nécessaire en ce moment. Neruda pouvait sentir son esprit former une protestation, mais elle se dissout avant que l'on ne puisse lui donner voix. Ce que vous désirez, c'est activer notre technologie à entonner la voix. Mais vous ne comprenez pas encore le contexte dans lequel notre technologie est placée sur votre planète. Cette compréhension viendra, mais cela prendra du temps. Restez assurés que nous surveillons, attentifs et toujours vigilants à protéger vos intérêts et ceux de notre mission. Neruda pouvait sentir son corps, mais il était incapable de déplacer ses membres ou même d'ouvrir ses paupières. Il était complètement mis en transe par la voix. Il leva difficilement et essaya de parler, que ce soit avec son esprit ou avec ses cordes vocales, il n'en était pas sûr. Qui êtes-vous? Nous sommes ce que vous deviendrez? Vous êtes ce que nous avons été? Ensemble, nous sommes ce qui définit l'âme humaine. Notre nom, traduit dans votre langue, est Wingmaker. Nous sommes pénétrés profondément de la lumière de la source première. Vous vivez dans la lumière plus faible qui a été réduite pour vous recevoir. Nous apportons le langage de l'unité dans cette lumière plus faible pour que vous puissiez voir comment vous deviendrez unifié à une nouvelle structure cosmologique dont vous ne pouvez pas même imaginer l'architecture et la splendeur. L'esprit de Neruda lui fit penser à la voix de son père, la nouvelle spiritualité aura comme fondation un substrat cosmologique si profond que l'esprit ne le contiendra pas. Il sourit intérieurement au souvenir de la voix de son père. Pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas l'imaginer? Vous n'avez pas été capable de comprendre la langue de l'unité parce que vous ne comprenez pas l'intégrité. Vous ne comprenez pas le grand univers dans lequel vous vivez et dans lequel vous respirez. Vos plantes ont des systèmes de racines qui pénètrent dans la terre et boivent sa substance. De cette façon, toutes les plantes sont reliées. Maintenant, imaginez que chaque plante ait une racine secrète qui soit invisible, mais qu'elle soit néanmoins connectée au centre même de la planète. À ce point de convergence, chaque plante est réellement unifiée et consciente que son identité réelle est ce système fondamental de racines interconnectées et que cette racine secrète est la ligne de vie par laquelle l'expression individuelle a été apportée à la surface de la Terre et par laquelle sa conscience unifiée est relâchée. De cette même façon, l'humanité a une racine secrète qui forme une spirale dans le royaume inexploré de l'univers central de la source première. Il ressemble à un cordon ombilical qui connecte l'entité humaine avec l'essence nourrissante de son créateur. La racine secrète est le transporteur du langage de l'unité. Et c'est cette langue que nous sommes venus enseigner. Toute la vie est incorporée dans ce que nous nommerons un navigateur d'intégrité. C'est votre sagesse fondamentale. Il vous tire pour percevoir l'existence fragmentaire comme un passage dans l'intégrité et l'unité. Il est éternel et sait que la racine secrète existe bien que cela puisse sembler intangible à vos sens humains.
Le navigateur d'intégrité est le moteur inlassable qui conduit l'expérience de vie fragmentaire, en expression de la vie unifiée. C'est le pont immuable sur lequel toute la vie passera en sécurité. L'âge de l'illumination est l'âge de la vie dans l'univers multidimensionnel et de l'appréciation de son intégrité, de sa structure et de sa perfection pour ensuite exprimer cette appréciation par votre esprit et votre corps dans le monde du temps et de l'espace. C'est la vision de graine du navigateur d'intégrité. L'empreinte de son but. Nous sommes ici pour aider des êtres comme vous à d'abord conceptualiser et ensuite éprouver l'univers multidimensionnel comme il est vraiment, non seulement par la langue de votre monde, mais par la langue de l'unité, comme vous le voyez dans ces glyphes. Au fur et à mesure que cette expérience coulera à travers vous, vous vous transformerez. Le navigateur d'intégrité sera capable de déposer une nouvelle perception de votre soi qui est alignée sur l'image de la source première. C'est cette nouvelle image, apparaissant par votre navigateur d'intégrité, qui changera le cours de ce système planétaire. Nous sommes ici pour accélérer la formation de cette image dans l'esprit de l'humanité. Neruda continua à écouter même lorsque le son de la voix baissa, et retourna dans la pulsation du glyphe. Une partie de lui vacilla en avant, essayant d'expliquer ce qui lui arrivait comme étant une construction mentale, un rêve et rien de plus. Mais quelque part profondément à l'intérieur de lui-même, en dessous de toutes les couches de son éducation, un souvenir faible avait été rallumé. Le sens que la réalité était sur lui avec l'intensité d'un jaguar capturant sa proie. Le sens que tout dans son univers avait été concentré sur cet événement. Tous les yeux observaient. Il sentit une question monter comme une bulle à la surface. Pourquoi vous souciez-vous de savoir si cette expérience sera réalisée par les gens, moi-même, ou un autre ? Pourquoi est-ce si important que cette nouvelle image, comme vous l'appelez, soit accélérée dans l'humanité ? Si l'humanité comprend que cette racine secrète existe et que c'est le transporteur de la langue de l'unité, alors les humains peuvent devenir les stewards responsables de bien plus que la Terre, de son système solaire, de sa galaxie et de son univers. Les humains peuvent être les stewards de l'âme humaine et se transformer en ce que nous sommes. Nous sommes tout, indépendamment de notre position sur la ligne du temps de l'évolution, encodés pour remonter dans l'escalier de l'univers. C'est notre chemin migrateur. Quelques-uns débutent et finissent plus tôt que d'autres, mais tous feront le voyage. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Réussit à demander Neruda. Suivez ce que vous avez trouvé ? Cela vous mènera à nous. La voix s'effaça en arrière dans le son de la pulsation des glyphes. Le bourdonnement sourd régressa et son esprit se détendit dans un sommeil profond, oublieux.